Et si la bibliothèque d'Alexandrie avait survécu? Imaginez une nuit sur le Nil où aucune fumée ne s'élève. Pas de fil paniqué de sceaux. Pas de parchemin se désintégrant en cendres comme de la neige. Imaginez la plus grande collection du monde antique, intacte. Ses portes encore ouvertes, ses lampes encore allumées, ses catalogues toujours bourdonnant des noms de penseurs disparus et de copistes patients. Si cette lumière ne s'était jamais éteinte, de quelle façon la forme de la civilisation aurait-elle plié? Pas seulement un musée sauvé, mais une chronologie réécrite. Avant d'enclencher la roue, ramenons-nous à ce qui s'est vraiment passé. La bibliothèque d'Alexandrie n'était pas un seul bâtiment. C'était un système, le Mousion, le lieu des muses, et ses collections satellites, dont le Sérapéum. Fondée sous les Ptolémées au IIIe siècle, AVUNJC, elle aspirait à réunir tous les livres du monde. Les navires accostant le port voyaient leurs rouleaux saisis, copiés, rendus. Parfois on rendait les copies, on gardait les originaux. Elle a réuni Euclide, qui a tracé l'ossature de la géométrie, Ératosthène, qui a mesuré la Terre avec des ombres et de la curiosité, et plus tard Héron, qui s'amusait avec la vapeur. Pourtant, la bibliothèque n'est pas morte dans un seul incendie. Le siège de César, en 48, AVJC, a probablement calciné des entrepôts. Des siècles plus tard, des édits et des émeutes au IVe siècle, quand les anciens dieux chutent et que de nouvelles croyances se durcissent, frappent ses branches. Au 7e siècle, ce qui avait survécu n'était probablement déjà qu'une ombre. La célèbre histoire d'un calife ordonnant de brûler des rouleaux pour chauffer des bains est elle-même une légende. Mais la vérité est plus froide. L'abandon, la politique et le temps ont fait le travail. C'est le monde que nous avons hérité. Beaucoup a survécu, par les monastères, par les traducteurs de Bagdad, par les gardiens byzantins, mais pas tout. Alors, que se passerait-il si la chaîne calamiteuse ne s'était jamais enclenchée? Si la colonne vertébrale institutionnelle du système alexandrin était restée intacte à travers conquête et confession? La différence ne serait pas l'économie d'une salle de papyrus, ce serait la continuité, une ligne qui ne casse jamais. Notre bifurcation commence en 48 avec J.C. César ne met pas le feu aux entrepôts du port où des pare-feux tiennent. Cléopâtre, farouche, polyglotte, politiquement chirurgicale, profite du répit pour rebrander la bibliothèque en joyau diplomatique. Rome, éblouie par l'érudition égyptienne, verse deniers et prestige aux Mousions. Plutôt qu'une relique païenne que de futurs zélotes pourraient mépriser, la bibliothèque devient une académie appuyée par l'Empire. Imaginez une annexe du Sénat romain baptisée en l'honneur d'Ératosthène, une bourse permanente pour les savants, une légion de copistes d'État liant registres fiscaux et traités. Alexandrie cesse de ressembler à une curiosité royale pour devenir un service civil méditerranéen du savoir. Sous les premiers empereurs, cette bureaucratie du savoir s'étend. Le scriptorium du Sérapéum fonctionne comme une usine, équipe de lecteurs dictant à des rangées de scribes, écriture normalisée, armée de relieurs. Des avant-postes apparaissent, Antioche, Pergame, Rhodes, chacun relié au catalogue alexandrin. Le rêve de chaque livre du monde devient un réseau pratique. Les marins transportent non seulement du blé et du verre, mais aussi des tables de position stellaire, des portulans annotés, des glossaires de termes botaniques sanscrits, acquis auprès de marchands indiens qui profitent de la mousson. Les savants de la bibliothèque ne se contentent pas de collecter, ils testent. À l'exemple d'Ératosthène, ils exigent la mesure. Ils comparent la longueur des ombres à midi à travers l'Empire. Ils pèsent, cartographient, tabulent. Dans une société bâtie sur le travail servile, la science appliquée peine à trouver un marché. Mais le prestige en est un. Les ingénieurs qui règlent l'irrigation des domaines romains obtiennent des statuts. Les manuels sont copiés non comme curiosité, mais comme outil. Puis viennent les 4e et 20 siècles, quand le monde romain ploie et que les croyances se figent. Ici, la continuité compte. Dans notre chronologie, la conversion de l'Empire rencontre des foules anxieuses, et certains s'en prennent aux symboles d'un monde qu'ils veulent enterrer. Dans cette ligne alternative, évêques et empereurs voient déjà la bibliothèque comme une institution non païenne,
une archive civique, une maison de traduction, l'endroit qui a copié la Septante des siècles plus tôt. L'église d'Alexandrie, fière de sa tradition intellectuelle, traite le Moussaillon comme une citadelle de commentaires. Y passe vite. La fille de Théon devient la figure publique d'une ville où mathématiciens et théologiens débattent sous le même toit. Plutôt que des purges, nous avons des politiques. Liste de livres rangeant les textes platoniciens aux côtés des Écritures, des marginalia négociant ce qui relève de la métaphysique et de la métaphore. Ce n'est pas l'utopie, c'est la bureaucratie. Et la bureaucratie survit. L'Empire d'Orient se consolide à Constantinople et Alexandrie devient son cerveau méridional. Le papier arrive tôt via des marchands qui, par des liens de mer Rouge, apprennent la technique par des intermédiaires chinois des siècles avant l'essor des papeteries à Bagdad. Le support d'écriture bon marché change l'échelle. La copie devient plus rapide, moins sacrée, plus omniprésente. Au VIe siècle, des manuels médicaux, nés à Alexandrie, voyagent vers les bimaristans syriens. Des médecins traduisent la théorie galénique en routines hospitalières pratiques. Des ateliers d'astrolabes fleurissent sur les marchés proches de la voie canopique. Les textes de navigation fixent la poumon saisonnier de l'océan Indien en tables précises, vendus aux capitaines qui peuvent désormais prévoir les vents comme des paysans prévoient les récoltes. La ville qui mesurait la terre mesure maintenant le temps avec des roues dentées plutôt qu'avec des gnomons. Des horloges mécaniques, rudimentaires mais régulières, apparaissent un siècle ou deux plus tôt. Puis viennent les conquêtes arabes. Dans notre monde, un siècle plus tard, la maison de la sagesse de Bagdad allume un âge des traductions, faisant passer la pensée grecque en arabe, mêlée à l'astronomie perse et aux chiffres indiens. Dans ce monde, le courant est bilatéral. Alexandrie et Bagdad forment une charnière, pas un remplacement. Les califes, reconnaissant la valeur fiscale des cartes précises et le prestige de l'astronomie, protègent la bibliothèque comme les empereurs l'avaient fait. Les savants font la navette, pas seulement métaphoriquement, littéralement, naviguant entre les deux cités avec des bourses dans les deux monnaies. Les chiffres indiens et le zéro entrent dans la comptabilité méditerranéenne, non au Xe siècle, mais au 8e. Les marchands équilibrent leurs livres avec aisance. Les ingénieurs calculent avec des tables de Singh et de Kos des décennies avant que les marins du Nord n'entendent jamais ces mots. Parce que le papier est abondant, parce que les commentaires se multiplient, parce que les apprentis deviennent maîtres dans une ville réputée, pour mesurer plutôt que pour psalmodier, l'algèbre cesse d'être obscure. Elle devient la mathématique du commerce. Qu'est-ce que cela produit en matière de technologie? Imaginez la bibliothèque finançant un prix pour des dispositifs pratiques, jugés dans la cour sous des voiles, une pompe qui élève l'irrigation 3 coudées de plus qu'une vis, un moulin à vent qui pivote avec le vent changeant, un métier à tisser avec un embrayage permettant à un ouvrier d'actionner plusieurs navettes. Les jouets d'héros deviennent des prototypes, les prototypes deviennent des contrats municipaux. Les manuels d'entretien des aqueducs romains, copiés et mis à jour en grec, copte et arabe, restent en circulation, si bien que l'infrastructure se détériore moins vite dans l'Occident post-romain. En Sicile et en Égypte, les presses à huile inspirent des presses à vis adaptées pour l'encre. L'idée de l'imprimerie se développe, des huiles au papier en passant par le texte. Au XIIIe siècle, dans cette chronologie, l'alphabétisation se diffuse dans les corporations, pas seulement dans les monastères. La presse l'accélère. Des fondeurs métal-typographes standardisent poinçons et matrices pour le caractère, poussés par des traités qui spécifient tolérance et alliage. Pas de miracle Gutenberg ici, juste une convergence plus lente et précoce de matériaux, de techniques et de nécessités. L'imprimerie typographique arrive 2 siècles plus tôt dans le bassin méditerranéen, rayonnant vers l'Italie, le Levant et l'Afrique du Nord. Les livres bon marché signifient débat large. La réforme, dans cette histoire, n'éclate pas en Allemagne au même moment et au même endroit. L'énergie réformatrice se disperse plus tôt et plus largement, amortie par une tradition de commentaires. La disputation publique prospère à Alexandrie, Damas, Palerme, Venise, des villes intégrées à une culture critique, où la note en bas de page est un art. La théologie fléchit, la censure mord, puis recule, l'argument continue, un peu plus bordélique, un peu plus précoce, un peu moins explosif. Les grandes pestes surviennent encore. La peste noire voyage sur des navires et des puces avec la même indifférence.
Mais la santé publique est différente quand un monde s'est enregistré soigneusement et partagé rapidement. Les autorités portuaires d'Alexandrie tiennent des registres de quarantaine, dates, symptômes, provenance des navires, guides copiés d'anciens traités de peste qui ne sont jamais sortis de l'impression. Les protocoles d'isolement apparaissent plus vite dans d'autres ports parce que ces ports lisent des circulaires alexandrines. La mortalité reste effroyable, le deuil infini, l'économie chancelle, mais la ligne du savoir ne se brise pas. Quand la mort se retire, il y a moins de réapprentissage à faire. Voici une expérience de pensée digne d'un mur de la bibliothèque. Comment l'exploration se déroule-t-elle quand cartes et mathématiques avancent plus vite? Avec des boussoles et de meilleurs portulans poussant depuis Alexandrie et Venise, l'océan Indien n'est plus un mystère mais une autoroute normée par des tables. Ports Swahili, marchands Gujaratis, courtiers de la mer Rouge, tous travaillant sur un corpus partagé de navigation. Avant que le Portugal n'aille contourner l'Afrique au XVe siècle dans notre monde, cette république du savoir méditerranéen organise une expédition commune avec l'appui mamelouk le long de la côte est africaine. Ce n'est pas le secret d'un seul royaume, c'est une compétition d'institutions. À la fin du XIVe ou au début du XVe siècle, la circumnavigation de l'Afrique devient plausible depuis l'Est et le Nord, presque simultanément. L'Atlantique devient la question suivante, pas un mur infranchissable. Pause rapide au milieu. Quel ouvrage perdu vaudrait le sacrifice d'une étagère unique, le traité complet d'Aristarque sur l'héliocentrisme, les poèmes intégraux de Sappho ou les livres manquants de Tite-Live? Laissez ça en commentaire. Et si ce type d'histoire alternative vous titille, abonnez-vous et likez pour que l'algorithme garde vivant ce grenier de Essie pour le prochain épisode. Revenons à la carte. L'Amérique est toujours là, inconnue de l'Eurasie jusqu'à ce que des voiles traversent le bleu vide. Mais qui arrive et comment change la cascade? Plutôt qu'un monopole ibérique déclenchant un âge brutal de conquête frénétique, ce sont des consortiums multiples, alexandrino-vénitiens, portugais-castillans et même des syndicats nord-africains, qui lancent des voyages concurrents. Ils partent avec de meilleurs guides médicaux et l'habitude de cataloguer flore et faune. La collision de microbes reste catastrophique, la variole ne transige pas. Pourtant, l'information sur la quarantaine et sur des pratiques semblables à la variolisation circule plus vite. Médecins ottomans et alexandrins, déjà en débat sur la variolisation, appliquent leurs idées un peu plus tôt et dans davantage de ports. Les compagnies de commerce rédigent des manuels sur comment ne pas brûler des ponts avec des royaumes qu'elles comprennent à peine. Toutes les atrocités ne sont pas évitées, mais certaines sont retardées, adoucies, redirigées vers des accords, parce que les institutions valorisent les données consignées, pas seulement l'or compté. Pendant ce temps, quelque part dans le bassin houillé anatolien, des pompes construites pour assécher les mines s'améliorent. La lignée d'héros se transforme en ancêtre de Savory et Newcomen, mais ils portent des caftans et parlent grec, arabe et italien sur le plancher de l'atelier. Parce que la bibliothèque n'est jamais morte. Des traités sur la chaleur, la pression et les matériaux contiennent des siècles de discussions enchaînées sans les lacunes que nous avons connues. La vapeur n'arrive pas en 1712, sortie d'un rien. Elle apparaît dans des ateliers du XVIe siècle essayant de résoudre un problème fiscal. De l'eau là où il ne faut pas, du temps qui ne s'achète pas. Les premiers moteurs sont maladroits. Ils sifflent, fuient et effraient les chevaux. Mais ils existent dans un monde où les corporations lisent déjà, où les améliorations circulent en brochures imprimées, où un dispositif fabriqué à Bursa est reproduit à Alexandrie 6 mois plus tard et critiqué à Venise pour Noël. La carte politique se courbe avec les machines. Les Ottomans, en plein essor, héritent d'Alexandrie comme d'un joyau qui s'autofinance en formant des administrateurs et en publiant des éphémérides de navigation. Venise devient la place de compensation des brevets de sciences appliquées. Constantinople ancre l'arc entre eux. L'Espagne et le Portugal poussent toujours vers l'ouest. La Grande-Bretagne creuse toujours le charbon. La France centralise toujours le génie dans ses salons. Pourtant, le centre de gravité est moins déséquilibré. Quand Napoléon rêve plus tard de l'Égypte, il n'arrive pas pour découvrir des savants dans une terre que les légendes disent oubliée. Il arrive pour proposer une fusion à une institution plus vieille que son propre État. La campagne ressemble à une tentative de rachat d'entreprise ratée, pas à une révélation. La religion respire différemment aussi. Une culture du commentaire ancrée à Alexandrie tempère le réflexe d'interdire ce qu'on ne peut contrôler, pas parfaitement.
Des index de livres interdits apparaissent encore. Des procès en hérésie éclatent. Mais l'habitude de ranger les conversations difficiles plutôt que de les brûler laisse plus de voies ouvertes. Les théologiens empruntent aux mathématiciens le confort d'une preuve provisoire. Les juristes empruntent aux astronomes la patience face aux anomalies. Dans ce monde, des voix réduites au silence trouvent des alliés imprimés plus tôt. Juristes et prédicateurs, avec accès à un riche dossier historique, argumentent publiquement dans plusieurs capitales que l'asservissement ne tient pas à l'examen du droit ou de la révélation. Le commerce transsaharien est étouffé par la politique et le brevet. Améliorations hydrauliques et textiles rendent la main-d'œuvre servile moins rentable, combinées à campagnes morales, la rendant moins tolérable. En 1700, l'Europe que nous connaissons existe, mais elle partage la scène avec une fédération méditerranéenne du savoir. L'axe Alexandrie-Bagdad fonctionne comme un premier World Wide Web, lent, saisonnier, fait d'encre et de voiles, mais étonnamment résilient. Quand des guerres coupent une route, une autre maintient le flux. Des jésuites envoient des cartes stellaires à Alexandrie. Des imprimeurs alexandrins expédient des critiques à Paris. Des meuleurs de lentilles hollandais améliorent des instruments et vendent à Istanbul via des intermédiaires trilingues. Les Lumières, dans cette histoire, sont moins parisiennes et plus polyphoniques. Une chorale avec des solistes au Caire, à Constantinople, à Venise et à Amsterdam. Le 19e siècle ressemble moins à l'histoire de quelques empires européens avalant le monde et plus à un monde industriel multipolaire et férocement compétitif. Les colonies existent encore, mais les protectorats ressemblent davantage à des traités commerciaux embrouillés qu'à des possessions absolues, parce que le pouvoir est distribué, parce qu'aucun nœud du savoir ne détient toutes les clés. Des chemins de fer relient l'Afrique du Nord plutôt. Les cataractes du Nil sont mesurées non pour la poésie, mais pour le potentiel hydroélectrique. Des télégraphes longent les côtes plus tôt. Un étudiant à Tunis écrit à son mentor à Naples au sujet d'une expérience étrange. Une lettre arrive à Alexandrie avec 2 nouvelles équations griffonnées en marge, imprimées la semaine suivante pour un séminaire réunissant un rabbin, un imam et un jésuite. Une fable? Peut-être, mais le chemin est logique. La continuité institutionnelle engendre des habitudes qui survivent aux monarques. Maintenant, reculez. La grande séduction de la bibliothèque d'Alexandrie est d'imaginer un miracle singulier qui règle tout. Ce ne serait pas le cas. L'humanité souffrirait toujours de la cupidité, de la peur et de l'entropie des empires. Des incendies brûleraient encore, bien que moins souvent dirigés contre des rayons. Il y aurait hérésie et effondrement, trahison et retour en arrière. Mais une bibliothèque qui n'est jamais morte aurait changé notre réglage par défaut. Au lieu de redécouvrir le savoir par vagues, renaissance, puis plus tard, la civilisation aurait marché sur un chemin moins interrompu. Certaines catastrophes auraient moins blessé parce que des manuels auraient survécu. Certaines inventions seraient arrivées plus tôt parce que la conversation ne se serait jamais interrompue. Certaines frontières seraient différentes parce que des cartes se seraient partagées avant que des drapeaux soient plantés. Au final, la survie de la bibliothèque d'Alexandrie est une métaphore d'une discipline. Copier ce qui compte, traduire ce qu'on craint, tester ce qu'on affirme et garder la salle ouverte pour l'argument suivant. Ce n'est pas l'immortalité qui changerait le monde, c'est la continuité. Et une seule nuit sans fumée, sur un seul port, aurait peut-être suffi à donner à la continuité une chance de se battre. Alors demandez-vous, tandis que les lampes s'estompent dans notre salle de lecture spéculative, si une civilisation peut garder sa mémoire, à quelle vitesse peut-elle apprendre sa miséricorde? La réponse n'est pas écrite, mais les étagères intactes auraient rendu l'essai beaucoup plus facile.